Faso, récipiendaire du prix d'honneur de African Leadership Magazine. Selon les organisateurs, ce prix a été décerné à Roch-Marc Christian Kaboré pour son leadership politique. Il a reçu sa distinction lors du Forum international sur le leadership africain où le président du Faso était l'invité de marque. Dans cette édition de dimanche, nous nous arrêtons largement sur le souci des parents d'élèves en cette veille de rentrée scolaire. À côté de l'achat des fournitures, c'est la croix et la bannière pour les parents d'élèves de trouver une place dans un établissement. Le phénomène touche particulièrement le secondaire. On en parlera avec le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina, M. Hector Ardan Ouedraogo. Dans l'actualité également, la SAMAO, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, s'est achevée sur une note de satisfaction. Toutes les activités prévues ont été réalisées et la participation a été au-delà des attentes. C'est ce qu'a affirmé le comité d'organisation de la SAMAO, première édition. Voilà pour la une de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Le leadership politique de Roch-Marc Christian Kaboré lui a valu une distinction honorifique. À New York, le président du Faso a reçu un prix d'honneur de African Leadership Magazine. La remise du prix a eu lieu à l'occasion du Forum international sur le leadership africain. Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le président du Faso, lauréat du prix 2016 de African Leadership Magazine. Le prix lui est remis ici à New York au cours du Forum international sur le leadership africain, dont il est cette année l'invité de marque. Je voudrais m'acquitter tout d'abord d'un devoir agréable, celui de souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce colloque et d'exprimer par la même occasion ma gratitude au directeur exécutif de African Leadership Magazine. L'Afrique a besoin de se remettre en cause, d'assurer la reconversion de son élite pour la mettre au service exclusif des intérêts des populations africaines. L'Afrique a longtemps souffert des choix hasardeux de ses dirigeants. Mais fort heureusement, depuis ces 2 dernières décennies, sans doute aussi à cause du renouveau démocratique sur le continent, l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants bien formés et profondément patriotes a permis de faire bouger les lignes dans la bonne direction. Le retour de manivelle avec les tentatives de tripatouage des constitutions ou des coups d'État mis en échec par la mobilisation citoyenne et populaire reste révélateur de cette adhésion des peuples africains à l'état de droit, à la justice et à la démocratie. Ce prix est une distinction faite à une personnalité politique ou du monde économique ou des affaires dont l'influence est jugée positive pour le développement de sa société ou de son pays. Le président du Malawi et le premier vice-président du Soudan du Sud sont également distingués. Plusieurs personnalités du monde des affaires sont présentes à ce panel international pour des échanges sur des questions d'innovation et de leadership, le tout autour du thème « Le leadership au-delà des intentions, apporter une croissance durable et le développement en Afrique ». Et puis en marge de la 71e Assemblée générale des Nations Unies, l'épouse du chef de l'État a participé à un panel dont le thème portait sur la sexualité et l'épanouissement de la famille. Sika Kaboré a souligné l'importance de ce thème avant de s'engager à continuer son combat pour la cause de la femme, de l'enfant et des jeunes, un combat qu'elle mène notamment à travers l'ONG Kimi. On écoute Sika Kaboré au micro de Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ma première action vise à faire de la famille, cellule de base de la société, un milieu d'évolution modèle pour l'enfant et l'adolescent, un refuge, un socle et un cadre réel de sécurité permanente pour son plein épanouissement. Ensuite, en milieu scolaire, l'école et les enseignants seront mis à contribution pour offrir un équilibre maximal aux jeunes par le renforcement des compétences des enseignants en matière de santé de la reproduction sexuelle et d'encadrement des adolescentes. Kimi, la Fondation Kimi, l'ONG que je préside, expérimente déjà en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale un programme d'enseignement à l'hygiène que je compte compléter avec cette thématique ainsi que celle de l'excision. Les adolescents tissent entre eux ou elles des relations pour constituer des groupes ou bandes, souvent d'influence néfaste, et ça donne à des comportements peu recommandables. En vue de les préserver de certaines vulnérabilités, il nous faut travailler à faire de ces groupes un cadre bénéfique
qui offre à l'adolescent et à l'adolescente un apprentissage de la responsabilité sociale. Et à ce niveau, nous avons prévu de mettre en place des clubs de droits de l'enfant dans les écoles. Je suis persuadée, en quatrième point, que pour favoriser une meilleure utilisation des centres de santé, de la reproduction et de santé sexuelle, il nous faut procéder à la création de structures de santé spécifiques au sein des centres d'écoute des jeunes et centres qu'il faut d'ailleurs démultiplier. On reste au pays de l'oncle Sam où vit un de nos compatriotes depuis 1960. Il s'appelle Somketa Adama Zongo, ancien chauffeur à l'ambassade du Burkina Faso aux États-Unis. Il a décidé de rester dans ce pays après son admission à la retraite. C'est dit donc qu'il est l'un des plus anciens de la communauté burkinabé vivant aux États-Unis. Son portrait avec Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Somketa Adama Zongo fait partie des plus anciens de la communauté burkinabé vivant ici à New York aux États-Unis. C'est en 1960 qu'il dépose ses valises à Washington comme chauffeur à l'ambassade. Et des ambassadeurs, il en a vu passer. Ce qu'il a conduit, c'était le Paul Rwamba, il y a Guibou, et puis il y a Gaëtan, il y a Kafando qui vient de partir, et puis Michel Kafando, alors, et puis il y a Garungu, Mangarungu. Voilà. Les 76 ans bien sonnés, ce natif de l'Aï décide de rester aux États-Unis après sa retraite. Mais le cordon avec le pays natal n'a jamais été rompu. Je suis parti à Ouagadougou, à Burkina, peut-être 8 fois. Ouais. Et je viens d'arriver l'année dernière, au mois d'août, là. J'étais là-bas. Même ceux qui allaient, ceux qui à Ouagadougou, tout le monde, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire m'appellent tout le temps. On se parle tout le fur et à mesure. Somketa Adama Zongo est marié depuis 1974 à une burkinabé et est père de 6 enfants. Aujourd'hui, il met son expérience aux États-Unis au service des plus jeunes. Il a un message pour les jeunes burkinabés tentés par l'aventure aux États-Unis. La seule chose que je peux lui dire, il peut venir, hein, chacun a son sens. S'il vient, s'il comprend, il va faire. Mais venir ici, être aussi délinquant, des trucs dans la rue, ce n'est pas une bonne chose pour eux. Parce qu'à l'Amérique, il n'y a pas pardon. Ils ne donnent pas pardon à quelqu'un. Les enfants, tu viens, tu crées le problème, tu prends, tu remets dans l'avion, tu es chez toi. Ou bien on te met dans la prison ici et tu ne peux rien faire. C'est la raison pour laquelle nous avons un bureau burkinabé ici à New York. Chaque fois quand ils viennent, on leur demande de venir d'abord nous voir. On va leur donner le conseil, on va leur dire ce qu'il faut faire, comment faut-il marcher. On a un président, il est là pour ça, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, Adama Zongo ne regrette pas son choix. Il nous confie mener une vie tranquille actuellement, même s'il n'a pas encore la nationalité américaine. Autre point de l'actualité, le gouvernement burkinabé poursuit sa série d'explications du plan national de développement économique et social. Cette fois, ce sont les forces vives de la région du Sud-Ouest qui ont reçu des explications détaillées sur le PNDS, des explications fournies par le Premier ministre Paul Kabatieba. La rencontre a eu lieu hier à Gawa et le compte-rendu est de Ali Sagnon et Dramana Kabouri. La machine virtuelle de vulgarisation du plan national de développement économique et social du président du Faso est en marche au sud-ouest. Au perchoir, le Premier ministre Paul Kabatieba et son équipe technique échangent à bâton rompu avec les forces vives de la région du sud-ouest afin d'accorder les violons sur le contour du PNDS, dont la réalisation va nécessiter la mobilisation de plus de 15 400 milliards de francs CFA. Une politique nationale de développement économique qui se décline en 3 axes. Il s'agit notamment de réformer les institutions de l'État afin de lutter efficacement contre la corruption et l'injustice, de développer le capital humain en mettant l'accent sur la formation technique, professionnelle et générale des jeunes, de redynamiser les secteurs porteurs d'économie que sont l'agriculture et l'élevage. Le plan national de développement économique et social, c'est le référentiel de la politique nationale de développement économique pour les 5 prochaines années. Mais il va également se décliner dans les plans régionaux de développement et dans les plans communaux de développement. Donc c'est pourquoi il est important pour moi aujourd'hui de venir au contact des populations dans toutes les localités de Burkina pour partager avec ces populations-là sur la déclinaison également du plan national de développement économique et social
dans les plans régionaux de développement, dans les plans communaux de développement. Au cours des échanges, toutes les préoccupations liées au développement de la région ont été passées à la loupe. De la question d'insécurité en passant par l'eau, l'énergie électrique, les infrastructures scolaires, sanitaires, routières, jusqu'à la poussée anarchique de l'orpaillage artisanal dans la région, ainsi que l'emploi des jeunes et des femmes. Bref, la prise en compte de toutes les questions liées à l'amélioration des conditions de vie des populations locales dans les PNDS. Pour ce qui me plaît, c'est parce que ce gouvernement a une vision. Et cette vision, je pense qu'on peut réussir cette vision liée au fait que chacun de nous doit avoir confiance à ce qu'on a déjà fixé dans les plans. Et je pense qu'on peut réussir dans l'ensemble des régions du Burkina Faso. Pour le Premier ministre Paul Kabatieba, pour permettre au président du Faso et son gouvernement de réussir la mise en œuvre de ce programme ambitieux durant les 5 années à venir, il faudra l'engagement et le soutien de tous les fils et filles de la région du Sud-Ouest dans la mobilisation des ressources nécessaires. En actualité politique, les jeunes militants du Congrès pour la démocratie et le progrès ont tenu leurs assises hier samedi à Ouagadougou, le Burkina Faso, pendant et après Blaise Compaoré. Voici le thème sur lequel ces assises ont eu lieu. Des assises auxquelles ont pris part des jeunes militants du CDP venus de plusieurs localités du Burkina Faso. Ils avaient à leur côté les premiers responsables de l'ancien parti au pouvoir, Oscar Soulama et Mounira Kéri. L'hymne du parti entonné, un signe de fierté d'appartenir au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Après les événements des 30 et 31 octobre 2014, cette jeunesse militante de l'ancien parti au pouvoir dit s'être mobilisée pour relever les défis. À ces assises, ils sont venus réaffirmer leur appartenance à cette formation politique et jeter un regard sur la gestion actuelle du Burkina. Il y a eu un moment où c'était très bon, j'allais dire très exaltant, de se réclamer du CDP. Il y a eu un moment aussi où c'était dur, très pénible de dire que vous étiez du CDP. Et il y a un moment où c'est encore plus exaltant de dire qu'on est du CDP. Ce moment, c'est aujourd'hui. Les assises des jeunes du CDP, c'est aussi une tribune pour revisiter la vie sociopolitique et économique du Burkina pendant le règne de Blaise Compaoré. 27 ans de pouvoir marqués par des acquis, certes, mais aussi par des insuffisances et des manquements. On veut assumer le bilan de Blaise Compaoré que nous avons accompagné. Ça veut dire que ce qu'il faut qu'on reconnaisse, ce qui n'a pas marché. Et nous, en tant que jeunes, quand on est à l'idée que ce qui n'a pas marché dans cette gestion, il faut que nous en tienne compte et qu'on corrige. Et qu'on assume aussi fièrement ce qui a marché. Cette jeunesse militante du CDP s'engage au cours de ces assises à faire une critique objective du passage du CDP à la tête du Burkina afin que le parti puisse s'améliorer et aller vers de nouveaux défis. Et justement, la jeunesse était au centre des journées parlementaires du mouvement du peuple pour le progrès qui se sont achevées avec à la clé de fortes recommandations. Les députés MPP recommandent entre autres l'opérationnalisation des fonds alloués à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes et la relecture du Code du travail. À ces journées parlementaires, d'autres thématiques comme celles liées au système éducatif burkinabé ont été débattues par les députés du parti au pouvoir, Jean Zongo et M. Solange Guigma. Au terme des 3 jours de réflexion sur la problématique de l'emploi au Burkina Faso, les députés du groupe parlementaire du MPP, réunis à Léo en journée parlementaire, exhortent entre autres le gouvernement à l'activation à grande échelle des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et à l'ouverture de négociations avec les entreprises privées pour faciliter l'accès des apprenants et sortants des écoles de formation aux stages et aux emplois. Également, nous avons demandé la relecture du Code du travail actuel de façon à rendre les emplois des travailleurs stables et pérennes. Également, nous avons demandé à ce qu'on puisse faire une mise en œuvre rapide des réformes promises par le programme du président en vue de créer cette adéquation formation-emploi.
5 communications portant sur le PNDS, le budget, le système éducatif en adéquation avec le marché du travail et les réalités socio-économiques du Burkina leur ont permis de cerner la question de l'emploi des jeunes et des femmes. À en juger par la participation active et la richesse des échanges, je puis dire que les objectifs ont été pleinement atteints, comme l'ont d'ailleurs confirmé les résultats de l'évaluation. Ce sont donc, à en croire le président du groupe parlementaire du MPP, des députés outillés et préparés sur la problématique de l'emploi qui regagnent Ouagadougou pour entamer la deuxième session ordinaire de l'année 2016, dont l'ouverture est prévue pour le 28 septembre prochain. Autre point de l'actualité, on entame le grand sujet de ce dimanche. Nous nous intéressons à l'univers de l'enseignement en cette veille de rentrée scolaire au Burkina Faso. Et nous commençons par ce constat sur la vente des fournitures scolaires. Les commerçants des manuels scolaires ont achalandé leurs étalages et boutiques, mais les clients se font encore à constat et explication avec Ibrahima Sombier et Monkouna Dabiri. On a plein de livres. Le visage grave et l'air mécontent, Mamadi Compaoré nous montre ses provisions de fournitures scolaires. Sinon, on est prêt. Mais nous souhaitons qu'il y a aussi aider les parents, c'est mieux. Si on n'aide pas les parents, vraiment, ça ne va pas. Cette année, c'est tellement mou. Comme ses pairs ici à la rue des Écoles, ce libraire dispose de l'ensemble du matériel didactique. Mais à quelques jours de la rentrée des classes, c'est toujours le calme. Les clients se font désirer. Cette année, vraiment, pour le moment, on ne se plaint pas, mais il n'y a pas marché comme ça. Peut-être parce qu'avec la fête qui vient de se passer, et les gens attendent pour le moment. Je ne sais pas si ils ont profité avec la fête, sinon pour le moment, on les attend toujours. Malgré la morosité, Elie Sawadogo est venu chercher quelques cahiers pour sa fille. Un devoir de paix pour ses parents qui avouent ne pas pouvoir payer la totalité. Les temps sont durs. Nous sommes obligés d'acheter des fournitures pour nos enfants. Sinon, les temps sont durs et on n'a vraiment pas d'argent. La lenteur du marché, ce ne sont pas seuls les petits commerces qui semblent en souffrir. Ici, dans cette grande surface, c'est le plein des rayons pour la rentrée. Mais là aussi, l'affluence ne satisfait pas toujours. Et pour séduire la clientèle, les responsables ont opté pour des offres promotionnelles en partenariat avec des structures financières de la place. Cette année, ce n'est pas du tout ce qu'on espérait avoir comme l'année passée, honnêtement. Le pouvoir d'achat par rapport à l'année passée, ça n'a rien à voir. Il est en baisse. Nous, on a essayé de rattraper avec le promo qu'on fait chaque année. Dans cette autre librairie, par contre, tout semble aller pour le mieux, nous confie la directrice. Ici, les parents que nous avons rencontrés préfèrent attacher la ceinture pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'achat des fournitures. Pour les cahiers seulement, j'ai payé 25 000 et quelques, sans compter les livres. Maintenant, je vais aller voir les livres. Si la rentrée scolaire n'est aucunement une surprise, les parents préfèrent prioriser les dépenses et l'argumentaire des inscriptions scolaires et de la recherche des places sans prendre le dessus. Les libraires, eux, devront donc attendre encore pour espérer tirer profit. Et en dehors de l'achat des fournitures scolaires, l'inscription des enfants dans les établissements est un autre souci pour les parents d'élèves. Insuffisance de place dans le public, cherté de la scolarité dans le privé. Certains parents affirment ne plus savoir où donner de la tête et ils sont nombreux à faire le tour des établissements scolaires sans trouver satisfaction. Constat dans quelques établissements à Ouagadougou. Dans ce dossier signé Amadou Ilboudo et Maïmouna Traouri. Inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement secondaire à Ouagadougou, un casse-tête chinois pour certains parents d'élèves. La raison, l'insuffisance des places dans le public et la cherté des frais de scolarité dans le privé. C'est pas facile, hein? On a tourné dans beaucoup d'écoles, mais on est en train de tourner toujours pour voir. On me dit d'attendre d'abord, ils vont faire la liste d'abord, voir s'il y a la place, ils vont me dire ça. On a fait le tour dans les autres établissements privés, mais je trouve que c'est un peu élevé. Les frais sont un peu élevés, pour continuer de nos moyens qui sont très modestes. Donc voilà pourquoi on insiste ici pour quand même y rester jusqu'en terminale. Dans les établissements privés, on nous propose de 80 000 à 100 000 pour la seconde.
Si ces deux parents d'élèves repartent du lycée Philippe Zenda Kaboré et du Marianne Gwabi avec des promesses, ce ne serait pas le cas s'ils s'étaient rendus au lycée municipal Bambata. Ici, il n'y a plus de place disponible dans les classes, comme l'indique cette note du proviseur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des élèves de cette même population qui viendront dans l'établissement, puisqu'il y a les affectés de l'État, ceux qui sont admis à l'entrée en 6e et en seconde, que nous allons recevoir. Et en plus de ces affectés, il y a les redoublants qui sont déjà là. Et également, il y a les inscrits de droit du personnel. Et comme nous sommes également un établissement municipal, il y a que nous recevons les dossiers donc, de la commune. Et lorsque vous faites la somme de l'ensemble de ces inscriptions, vous retrouvez à des effectifs qui ne permettent plus de dire à la population, oui, à la place, venez, les gens vont venir s'aligner, passer des jours sans pouvoir être satisfaits. Par un calcul mental, il étaye ses propos. Et chaque parent qui vient me voir veut inscrire son enfant en 6e. Bon, alors que des répartitions que nous avons eu à faire la semaine qui vient de finir, mais ces répartitions sont allées au-delà des capacités d'accueil de chaque établissement. Si vous prenez les 177 des classes de 6e, c'est comme si vous avez 45 par classe qu'il faut ajouter aux redoublants. Si vous avez 30 ou 40 redoublants dans une classe de 6e, vous êtes déjà soit à 85 ou à 75. Alors que l'effectif normal, c'est 70 par classe du premier cycle. Nous, on n'a que 24 classes. Même notre salle d'informatique a été transformée en salle de classe. Et c'est la porte ouverte à la corruption et à l'arnaque des parents, prêts à se sacrifier pour scolariser leurs enfants. À l'entrée de l'établissement, ils ont vu une dame qui dit qu'elle a remis son dossier, le dossier de son enfant, à quelqu'un. Elle-même ne sait même plus c'est qui. Donc nous attirons l'attention des parents lorsqu'ils se font arnaquer par un certain nombre d'individus qui rôdent autour des établissements pour dire « je connais le proviseur, je connais tel professeur, voilà, on peut vous aider à inscrire votre enfant, ça fait tant de francs. » Pour ces acteurs du système éducatif, la seule solution au problème de l'insuffisance des places, c'est le renforcement de l'offre éducative. Pour eux, cela passe par l'augmentation des capacités des structures d'accueil et la construction d'établissements dans les quartiers périphériques. Voilà, nous sommes avec le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina. Bonsoir, monsieur Hector Ardan Ouedraogo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Alors, tout d'abord, quelle est votre réaction à la suite de ce reportage? Bien, merci, madame. Avant toute intervention, je tiens à vous dire merci de me recevoir donc sur votre plateau. Et pour répondre maintenant à votre question, je dirais que après ce reportage, le constat que je fais, c'est une réalité. C'est une réalité que les parents d'élèves vivent effectivement à la veille de cette rentrée scolaire. Il y a un problème réel lié donc aux ressources financières. Il y a un problème réel lié au problème d'inscription donc des enfants dans les établissements. Donc le reportage que je viens de suivre en dit vraiment long et je souscris entièrement à ce qui est dit. Alors, on a l'impression que la situation est surtout constatée dans les grandes villes comme Ouagadougou. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'État a abandonné ces villes-là au profit du privé? Avec le manque à l'insuffisance d'établissements publics? Je dirais que, d'une part, on peut penser effectivement que l'État a abandonné ces établissements au privé, abandonner ces villes au profit donc du privé, et d'autre part, non. Dans la première partie, je dirais que si l'on regarde dans la seule ville de Ouagadougou, on est autour donc de 700 et quelques établissements, d'accord, pour moins de 100 établissements dédiés au public. Lorsque vous faites le ratio, vous voyez clairement qu'il y a c'est vraiment en deçà des attentes donc des parents. Alors, il faut donc travailler de façon à créer effectivement donc des établissements pour solutionner ce problème donc de manque de place. Et justement, que fait votre structure dans ce sens?
Notre structure, l'UNAPSB, c'est donc l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso. Donc, je suis le président, d'accord. Et l'UNAPSB travaille à éduquer les enfants, à les instruire, et l'UNAPSB travaille avec ses partenaires que sont donc les ministères donc, de l'Éducation nationale, mais également le ministère donc, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Avec eux, nous travaillons de façon donc, à solutionner donc, ces problèmes-là de manque de place qui est un problème réel au niveau donc, de nos villes. Alors, M. Ouedraogo, un autre phénomène qui sévit dans le domaine de l'enseignement, c'est la prolifération des établissements illégaux. Et comment vous vivez cette situation au niveau de votre structure? Bon, au niveau de notre structure, il faut dire que nous avons toujours été contre la création donc, de ces établissements donc, anarchiques. Il faut dire que il y a un cahier de charges lorsque un promoteur veut donc fonder un établissement. Dans le cahier de charges, par exemple, il est explicitement dit que la superficie du terrain doit être aux alentours donc, de 13 000 mètres carrés. Et pour les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, ce qui est autorisé, c'est 5 000 mètres carrés. Et dans les classes, la superficie donc, de la classe qui accueille donc, les élèves, là, ça doit, officiellement, c'est 67 mètres carrés. Mais ce qui est autorisé, c'est entre 60 et 62 mètres carrés. Et également, le terrain donc, de sport doit être à l'intérieur de l'établissement ou à moins d'1 kilomètre donc, de l'établissement. Alors, et c'est tout cela qui n'est pas respecté. Concrètement, vous faites quoi pour combattre ce phénomène-là? Justement, ce que nous faisons au niveau donc, de l'UNAPSB, nous échangeons, d'accord, avec nos partenaires que sont donc les ministères donc, de tutelle, et nous leur faisons donc comprendre que ce sont des cas pour lesquels donc, il faut trancher de façon à ce que cela ne se perpétue pas. Je vous dis par exemple qu'un promoteur d'établissement qui n'a pas des enseignants de grande qualité, parce que nous faisons donc le tour aussi avec nos équipes qui sont donc mises en place depuis un certain temps, depuis que nous sommes donc à la tête donc, de la structure, c'est ce que nous faisons. Et nous invitons donc les promoteurs de ces établissements à avoir des enseignants de grande qualité pour assurer donc des cours de grande qualité à ces élèves. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous leur disons qu'il faut respecter l'année scolaire. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à partir donc de fin février, les enseignants très souvent dans ces établissements ne sont même pas payés. Et comme je viens de vous le dire, les établissements donc ne respectent pas vraiment les cahiers de charges. Donc, nous travaillons de façon donc, à assainir cet environnement-là pour que nos enfants puissent donc étudier dans de meilleures conditions et réussir leurs études. Alors, peut-être que vos actions ne sont pas assez connues. Et quand on parle d'association des parents d'élèves, on voit tout de suite les cotisations. Justement, où va cet argent-là? Mais les cotisations, il y a les cotisations donc, qui sont normales, hein, les cotisations ordinaires qui sont normales. Ces cotisations contribuent donc à faire de telle sorte que l'établissement rayonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que au niveau donc des infrastructures, par exemple, on travaille avec cet argent-là pour que les élèves qui sont accueillis dans ces établissements puissent être dans de meilleures conditions donc d'études et de travail, par exemple. Et maintenant, nous combattons les établissements donc, qui font des cotisations spéciales. Nous disons que les parents font déjà beaucoup de sacrifices donc, par rapport à ces cotisations et donc il ne faut pas chercher encore à leur demander davantage.
Alors, et justement, l'inscription d'un enfant dans un établissement, comme on l'a dit, s'accompagne de cotisations des parents d'élèves ou frais à payer. Est-ce une obligation d'adhérer à ces structures-là et se voir donc contraint de payer des cotisations à payer? Les cotisations à payer sont obligatoires. Et au niveau donc de l'État, c'est 5 000 francs donc, qui est exigé de façon officielle, d'accord, comme frais à payer, d'accord. Mais au regard donc de certaines obligations, d'accord, on se voit obligé donc d'aller autour donc de 7 500 francs pour ces cotisations, sans vraiment aller au-delà. Voilà. Alors, avant de revenir à vous, nous vous proposons donc cet autre élément en rapport avec la rentrée scolaire, ou si vous voulez la préparation de cette rentrée. Il s'agit des prêts scolaires. Dès que cette possibilité est offerte par les banques, beaucoup de parents contractent le prêt scolaire. En cette veille de rentrée, les banques connaissent une affluence particulière, ce qui constitue d'ailleurs une bonne affaire pour ces banques. Plus de détails avec Adama Guiti et Omar Zombri. La rentrée des classes rime parfois avec angoisse pour certains parents d'élèves. Fournitures scolaires et frais de scolarité, voici quelques équations auxquelles les parents doivent faire face avec pour résultat final la scolarisation des enfants. Mais comment trouver tout cet argent quand le salaire finit bien souvent avant même la fin du mois? La réponse à cette question semble se trouver auprès des banques de la place qui offrent des prêts scolaires uniquement qu'à leurs clients. L'analyse se fait d'abord à notre niveau, avant le montage du dossier. Sinon, le prêt scolaire est ouvert à tout type de salariés. Ces prêts scolaires sont vus comme un palliatif aux dépenses inhérentes à la rentrée des classes. Les salaires en tant que tel, vraiment, pour gérer ça du 1er au 31, et pouvoir résoudre ces genres de problèmes, ce n'est pas facile avec les rentrées. Cette facilité financière est aussi accordée à ceux qui ont déjà des prêts ordinaires en cours. Quand bien même ces contractants devront entièrement solder leurs prêts scolaires avant la fin de l'année, en plus de la traite du prêt ordinaire, une situation qui pourrait sérieusement crever le budget de l'emprunteur. Il faut vraiment faire des calculs avant de prendre. Si tu sais que tu as déjà un prêt, il faut faire beaucoup attention. Sinon, si ça dépasse aussi tes capacités, vraiment, ça devient un autre problème encore. Il peut arriver que des salariés soient surendettés. En ce moment-là, avec le client, on conviendra de ne pas faire le prêt scolaire, tout simplement. Parce que l'analyse qu'on porte d'abord à notre niveau avant de faire le dossier, c'est de voir avec le salarié par rapport à sa demande, est-ce qu'il y a cette possibilité de faire un prêt supplémentaire en plus de son prêt. Voilà. Sinon, ça reste ouvert. Généralement, on trouve une solution. Pour la seule banque qui a eu l'amabilité de nous ouvrir spontanément ses portes, tous les clients ayant un bulletin de salaire ont droit à ce prêt, même si dans la réalité, certains détournent ce prêt destiné à la scolarisation des enfants à d'autres fins. On est en Afrique, vous savez, même si on est célibataire sans enfants, on a quand même des frères, des sœurs ou même des cousins qu'on peut les aider avec leur scolarité. Il y a d'autres même qui prennent ça encore pour aller, soit disant que c'est pour aller résoudre le problème des prêts scolaires, alors pourtant c'est pour aller utiliser pour d'autres choses, quoi. C'est pas bon. Détournés ou pas, ces fonds sont remboursables de bon gré ou mal gré et avec les intérêts des banques en plus. Voilà, très rapidement, M. Ouedraogo, comment vous appréciez ce système donc, de prêt scolaire accordé par certaines banques de la place? Bon, au regard donc de la réalité que vivent donc les parents d'élèves, je pense que ces institutions financières font ce qui est bien pour les parents, d'accord. Mais comme dans le reportage, on l'a vu, il y en a qui contractent effectivement ces prêts et pas pour payer des frais de scolarité, mais c'est à d'autres fins. Je trouve que c'est bien ce que ces institutions financières font, mais pour peu que le prêt contracté soit dédié effectivement à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire payer les frais de scolarité. Mais ils le font naturellement, comme ils l'ont dit, avec leur intérêt, et c'est tout à fait normal, voire légitime.
Merci, Monsieur Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association nationale des parents d'élèves du secondaire et du privé. Merci d'être passé sur notre plateau et bonne rentrée scolaire. Merci, je souhaite également une très belle rentrée à nos enfants. Merci. Et dans la suite de ce journal, la société canadienne Teranga Gold est désormais la propriétaire de Griffon Minerals. Cette transaction a été faite suite aux difficultés financières que cette société connaissait dans l'exploitation du site aurifère de Banfora. L'information a été donnée par le ministre en charge des mines, le professeur Alpha Oumar Dissa, a animé un point de presse en marge de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. On fait le point avec Moussa Ouedraogo et Kadi Sanogo. Des opérations d'acquisition intervenues entre la société d'exploitation minière Griffon Minerals et Teranga Gold, une société minière canadienne, c'est ce qui ressort de ce point de presse du ministre en charge des mines et de l'énergie. Depuis 2014, la société Griffon Minerals détient un permis d'exploitation de la mine d'or de Banfora, mais les opérations d'extraction aurifère n'ont pas encore débuté sur le terrain. Ce projet est un projet dont la technicité est d'un niveau très élevé. Et donc de 2014 à 2016, nous avons remarqué que une seule pierre n'a pas été déposée pour commencer à développer le projet. Ce qui nous inquiétait déjà, parce que dans le budget de l'État, exercice 2017, et même dans le programme national de développement économique et social, la mise en route de ce projet, donc de cette mine, est considérée comme l'un des éléments qui va pouvoir financer donc le PNDS. Le ministre rassure quant aux raisons du choix de Teranga Gold, qui est le nouveau partenaire pour la suite des travaux dans cette mine. Ces différentes entreprises, nous avons eu plusieurs correspondances et parmi toutes ces entreprises, nous avons essayé de faire des investigations. Et nous avons vu que l'entreprise Teranga semblait être celle qui, pour nous, l'entrée donc dans le projet de Griffon peut être profitable pour les populations. Nous pouvons donc bénir ces mariages. Ce mariage avec Teranga Gold permettra d'accroître la capacité d'exploitation minière dans ce site qui aura comme nouvelle dénomination Banfora Global Mining. Et puis, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest a refermé ses portes à Ouagadougou. Et pour cette première édition de la SAMAO, les organisateurs tirent un bilan satisfaisant puisque toutes les activités prévues ont été réalisées. La cérémonie de clôture a donc été une occasion pour le comité d'organisation de traduire sa reconnaissance aux partenaires de la SAMAO. Oscar Soulama, Ismaël Djouloma, Sirima. Dernier acte de la semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest, SAMAO. La cérémonie de clôture. Elle a été marquée par la présentation du rapport des activités menées. Un résumé de l'ensemble des communications a été fait aux participants. Occasion également de faire un bilan à chaud. Nous sommes largement satisfaits parce que nos espérances ont été largement dépassées. Nous avons enregistré en tout cas environ 1000 participants à cette organisation, donc soit le double de nos attentes. Raison pour laquelle le comité d'organisation a remercié l'ensemble des invités et des partenaires pour leur participation. Mention spéciale a été faite au Ghana, le pays invité d'honneur, avant de recueillir les recommandations. Les participants ont souhaité qu'on cible de plus en plus des domaines spécifiques afin que, effectivement, on privilégie les débats sur les communications. Nous avons pris bonne note et cela va contribuer à améliorer les prochaines éditions de SAMAO. Rendez-vous a donc été donné aux différents acteurs en septembre 2017 pour la deuxième édition. On termine ce journal avec les informations sportives. Bonsoir Mamadou Ouena. Bonsoir Nathalie. Alors on commence par le championnat francophone de boxe. Le boxeur Patrice Sou conserve sa ceinture, même si la victoire n'a pas été facile. Oui, ça a été très dur, comme nous le voyons en image, surtout qu'il conserve sa ceinture, mais ça a été un combat difficile pour le boxeur burkinabé dans la catégorie des poids moyens, et surtout qui avait remporté ce titre en décembre dernier en France. A dû vraiment batailler ferme. Les deux boxeurs se sont donnés coup sur coup et Owa Kospolit
Et le Challenger a contraint, surtout au partage des points, c'était égalité. Les deux boxeurs étaient à égalité. Et dans ce cas de figure, c'est le détenteur de la ceinture qui conserve sa ceinture. Et c'est ce qui a permis à Sutoke Patrice de conserver son titre. D'accord. Et pour les autres informations sportives, on s'intéresse au basketball et aux arts martiaux. Oui, nous allons commencer aussi par le volleyball qui a terminé, c'était le tournoi de la zone 3 qui a pris fin hier, et le Ghana qui a suivi la compétition en battant le Burkina en dames par 3-7-0, et au niveau des hommes aussi, le Ghana a battu le Burkina par 3-7-1, et le basketball qui finit ce soir son championnat, et actuellement le RCK est en train de mener 53-45, on est à 4 minutes pratiquement de la fin du troisième quart-temps. Et pour le match de classement, l'AS, c'est Diadème de Bourg qui a battu l'Est Onia par 52-49. Et on va terminer avec les autres championnats. Il y avait le Kung Fu Wushu et le Scrim hier. Et au Scrim, c'est Bobo qui a dominé en remportant 3 victoires sur les 5 finales. Et pour finir, le tout premier championnat de hockey a vu la victoire de Espoir Hockey Club de Boulkende sur Hockey Club de Gongé par 5-0. Merci beaucoup Mamadi Ouena pour toutes ces informations sportives. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie de la RTV.